en tant qu'Église qui invite, nous tient à cœur parce que ça fait partie, d'après nous, du projet de Dieu d'avoir des couples qui durent, qui sont pérennes, ne, comment dire, qui durent jusqu'à que la mort nous sépare, comme on dit dans les mariages. Et puis c'est quelque chose dont il vaut la peine de parler aujourd'hui parce que c'est plus la réalité de ce qui se passe dans beaucoup de cas, et souvent pas parce que les gens n'ont pas envie de durer, mais peut-être parce qu'ils ne trouvent pas le moyen. D'où l'intérêt d'y réfléchir et l'intérêt d'avoir des orateurs de qualité qui nous en parlent. Et c'est pour ça que je suis très content d'accueillir Christian et Virginie Reichel qui conseillent des couples depuis fort longtemps. Je ne vais pas me risquer à donner un chiffre, qu'ils le font bien, voilà, qui ont leur bureau à Lausanne. Et puis, on sait que ce qu'on va voir ce soir, ça va être de la qualité, ça va être des paroles d'expérience, ça va être des paroles qui rejoignent. Voilà. Je crois que je ne vais pas blablater plus parce que ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter, mais passer la parole à Christian et Virginie pour ce qu'ils ont à nous apporter ce soir sur ce thème, vivre un amour qui dure. Christian me fait signe qu'il souhaite que je prie avant la conférence. J'espère que ça ne dérange personne. Eh bien, Dieu Tout-Puissant, toi qui as eu l'idée qu'il y ait des hommes et des femmes sur cette terre, toi qui as eu l'idée qu'il y ait des couples et qui a voulu que ce soit une relation durable, eh bien nous te prions de conduire la soirée de ce soir, de permettre à chacun de s'y sentir bien, de permettre à chacun d'être encouragé, d'avoir des pistes, des clés, de la motivation pour investir et bien investir dans son couple, pour éviter des écueils, pour repartir quand il y a des accros. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Voilà, ça nous fait plaisir de nous retrouver ici. On est déjà venus nous 2 fois. Donc Christian et Virginie Reichel. Et effectivement, nous sommes conseillers conjugaux depuis environ 25 ans déjà. On a fait toutes sortes de formations pour le devenir. Et on a un cabinet de conseil conjugal à Lausanne qui ne désemplit pas. Actuellement, c'est assez fou parce qu'on reçoit à peu près une demande de nouveaux couples par jour. Donc ça, c'est rempli. Petit témoignage pour commencer, je donne des cours de préparation à la retraite à Genève dans une fondation qui s'appelle la Fondation Force Nouvelle. J'en ai déjà parlé ici, peut-être lors d'un culte une fois. Et puis la dernière fois que je suis allé, c'était il y a quelques semaines en arrière, entre autres pour donner un séminaire sur les couples. Comment ça se passe pour les couples qui arrivent à la retraite? Eh bien, en fait, j'ai là des gens vraiment de toutes sortes. Il y a des personnes qui viennent des banques, Firmenich, Givaudan, la radio-télé, mais il y a aussi des gens des TPG, des transports publics. Et puis, il y avait tout un groupe de personnes qui étaient là, gens à peu près entre 58 et 63 ans. Puis je leur demandais, est-ce que vous avez déjà participé à un séminaire ou une conférence pour couple? Personne n'a levé la main. Donc je dis, bienvenue au club. Vous allez voir, pour la première fois, vous allez entendre parler du couple, j'allais dire ailleurs qu'à la télé ou sur Internet ou des choses comme ça. Et c'était très intéressant parce que en fait, les gens venaient un peu naïvement comme ça, en se disant on verra à quelle sauce on va être mangé. Et plusieurs sont ressortis en disant ah mais c'était super, on nous a jamais dit des trucs comme ça, ça valait le coup de venir et tout. Certains avaient même pu inviter leurs conjoints, alors que c'était pas forcément des gens qui allaient à la retraite. Et donc du coup, j'avais envie d'introduire la soirée maintenant en disant comme ça, si jamais vous prenez un cours de préparation à la retraite sur le terme du couple, eh bien, sur le thème du couple, vous pourrez dire « on a déjà participé à une soirée ». Voilà. Bienvenue au club. Alors, on va vous présenter 2-3 choses
Effectivement, on a l'habitude de circuler un peu dans toutes sortes de milieux. Le thème qui va être traité, vivre un amour qui dure, au début, ça ne va pas être très, très, très sympa. C'est-à-dire que vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille avec des couples tout au long de la journée, des semaines et des mois, qui nous amènent des problèmes. Alors je dis franchement, chrétiens, non chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, chaman ou tout ce que vous voulez, on a de tout dans notre cabinet, hein, c'est très, très mixte. On a des personnes de toutes sortes de cultures, on a de tous les âges, des jeunes, des moyens, des plus âgés, même quelquefois des couples qui ont largement passé le moment de la retraite. Et donc, au fond, notre échantillon, si vous voulez, c'est un certain nombre de choses qui sont peut-être un petit peu générales, mais que vous pouvez trouver un peu autour de vous, autour de nous. Nous sommes environnés, voilà, de couples qui vont pas bien. Certains se séparent. Hein, donc, je me suis lancé il y a une dizaine d'années dans des conventions de divorce. Et actuellement, j'en fais, je ne sais pas, moi, une bonne dizaine par année. Donc, ça veut dire que ça roule, les gens y viennent pour se séparer. Alors, des fois, on tente un tout petit coup de leur dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vous séparer? Mais enfin, voilà, certains disent oui, et puis s'il vous plaît, ne nous détournez pas de ce chemin. Donc, ok, on les aide à se séparer dans des conditions qui soient des conditions de paix, qui ne se disputent pas, surtout qu'ils font attention aux enfants, donc ils ne se déchirent pas, par exemple, au sujet des enfants, des immeubles, etc., etc., et que quand ils se présentent devant le tribunal, ils peuvent vraiment aller tranquilles en se disant, bon, c'est ok, on reste quand même amis. Alors, c'est le minimum, mais au moins, de cette façon, ils ne vont pas se faire la guerre pendant les années qui suivent. Alors, si vous voulez, tout ce côté un peu de problématiques vont ressortir. D'ailleurs, j'ai laissé la mauvaise partie à Virginie, qui va vous parler des problèmes, enfin de quelques problèmes. Puis ensuite, on va voir, oui, qu'est-ce qu'on fait pour que ça dure? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour que le couple reste attractif? Voilà, donc on va vous donner quelques clés. Certaines sont sur le PowerPoint, d'autres, on va vous les expliquer comme ça. Donc, merci d'être venu et vraiment, nous espérons que vous allez passer une soirée intéressante. À toi de jouer. Ah, Christian, oui. Je ne sais pas mon ordi, donc si tu peux me l'enclencher, c'est volontiers. Si tu me le demandes gentiment. Oui. Si vous voulez bien fermer les yeux, on va régler notre problème de couple. Alors, il est là, le truc, ici. Voilà, ça y est. Et chacun son ordi chez nous. Voilà, c'est ça, ici. Okay. Alors, ça, tu presses là-dessus, et puis tu presses sur le petit machin. Voilà. C'est parfait. Alors, une deuxième petite introduction, c'est que ceux qui sont plutôt venus pour comprendre ce qui se passe autour d'eux, aussi, vous êtes welcome parce que peut-être que l'aspect des problèmes ne vont pas vous concerner en droite ligne, mais peut-être ça va vous faire tendre l'oreille pour ceux qui ont des enfants d'âge. J'ai entendu que certains ont des enfants de l'âge de la quarantaine, et puis c'est là que certains problèmes sont un peu plus aigus. Donc vous pourrez peut-être capter l'oreille, pas pour ce qui vous concerne en premier au niveau des problèmes, mais pour ce qui concerne peut-être aussi des plus jeunes générations. Mais soyez attentifs que ce que vous allez entendre ici, c'est pour vous et pour d'autres qui vous entourent, et peut-être pour des enfants, même petits-enfants pour certains, mais en tout cas, nous espérons que vous vous sentirez concernés d'une façon ou d'une autre et que cela pourra vous rejoindre. Alors, je dois faire un petit exercice de coordination, c'est de cliquer et en même temps d'avancer sur mon PowerPoint. Donc, vivre un amour qui dure, je crois que vous tous qui êtes là,
pour ceux qui ont enclenché une vie de couple, c'est ce que vous avez espéré. Et en même temps, ce n'est pas toujours ce à quoi vous êtes peut-être arrivé. Et donc, cette réflexion est importante pour chacun, où qu'il en soit. Ah, ton ordinateur, mon amour, est très récalcitrant. Voilà, il avance vers le bas et pas vers l'avant. Donc, ah oui, c'est ça, c'est la coordination à laquelle je dois m'habituer. Mais pourquoi est-ce que... Ah voilà, ça aussi, il faut avoir un bon coup de doigt pour que ça avance. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'habituer après quelques minutes. Donc, ce rappel, le couple est une formule unique et des fois on dit 1 plus 1 égale 1, mais nous disons plutôt 1 plus 1 égale 3, dans le sens où le couple en soi est comme une personne et on appelle, nous avons l'habitude de dire, c'est la personne conjugale. Et d'ailleurs, c'est bien pratique comme terme parce que quand on est face à un couple, il y a la personne conjugale et il y a aussi le couple parental. Donc, c'est important de se dire que le couple, c'est la personne conjugale. C'est bon, ça avance? Voilà. Au début de la vie du couple, heureusement, en général, on s'entend bien, on est tout feu, tout flamme. On a l'impression que rien ne peut nous arriver. Tu n'es pas coordonné. Ah oui. Absolument pas coordonné. Retourne complètement. Ah ben tu sais quoi, tu viens à côté de moi parce que c'est pas très facile de coordonner. Du coup, tu avances quand j'avance. Pardon, hein. On n'a pas tellement l'habitude d'avoir deux endroits qu'on doit coordonner en même temps. Donc, j'en reviens au fait que on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Alors, tu avances. Il faut que tu suives, du coup, la parole. Et qu'est-ce qui peut se passer pour que ça se gâte? Alors, c'est là que ça devient un peu moins marrant, mais on va aussi aller assez vite. Ça se gâte pourquoi? Tout d'abord, des petites choses qui commencent à miner la confiance. Du genre, tiens, l'autre est toujours en retard. Ou encore, il est toujours occupé par son travail. Ça, on est d'accord que c'est le mal d'aujourd'hui. Le travail mange une partie de la vie personnelle et donc de la vie de couple. Mais aussi, elle est tout le temps sur son iPad, où les choses plus désagréables surgissent. Je déteste qu'elle me dise toujours comment faire les choses que je fais ou je ne fais pas. Je me sens rejetée, critiquée. Alors attention, parce que ça, c'est le grand signal, attention, quand les reproches commencent à être trop réguliers, trop fréquents. Je déteste qu'il oublie de faire ce que je lui ai demandé et de devoir le harceler pour qu'il s'exécute. J'ai l'impression de quémander. Ou je n'aime pas qu'elle s'inquiète de tout ce qui pourrait arriver. Elle n'a pas assez confiance en moi. Et vous allez voir que vous êtes d'accord, la confiance, c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau du couple. Je n'aime pas qu'il élève la voix ou se mette à énumérer toutes les raisons qui justifient son opinion. Attention à la justification. Je n'aime pas qu'elle s'offusque de ce que je dis. Elle n'arrête pas de se vexer. Elle m'en veut parce que j'ai manqué notre anniversaire de mariage. Alors désolée pour vous, messieurs, si vous n'avez pas une petite intuition juste le jour d'avant en se disant « Ah, c'est l'anniversaire de mariage », ça va être compliqué sur les années, surtout la première année de mariage, ça c'est impardonnable, mais après les années qui suivent, c'est quand même un cap à fêter.
l'anniversaire de mariage. Il est jaloux parce que je m'entends bien avec son meilleur copain. Cependant, on entre dans des jeux psychologiques négatifs. Connaissez-vous Pinocchio? Quand il fait un mensonge, il a le nez qui se rallonge. Je sais que c'est plus tellement dans les classiques qu'on raconte aux enfants, mais nous, on a bien vu ce que ça donnait Pinocchio. Quand on mentait à nos parents, on savait que notre nez s'allongeait. Et ça, le mensonge, ça commence à sentir le roussi, le pain grillé, mais trop grillé. Parfois, dans le couple, on commence à se mentir et ça fait que la confiance diminue. Oh, que de choses cachées dans un couple. Et des fois, on commence par cacher une petite chose, et puis une petite chose. Mais quand ça s'amoncelle et que tout d'un coup, le conjoint se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai, eh bien, ça mine cette confiance. Des fois, dans la rue, je ne sais pas si vous avez des fois entendu quelqu'un au téléphone dire « Ah, je suis là !» Et puis en fait, il n'est pas du tout là. Quand on passe, on se dit « Tiens !» il raconte un bobard là, à celui à qui il parle. On pense que l'autre n'y verra rien. On commence à devenir soupçonneux. C'est-à-dire combien de couples nous racontent que tout d'un coup, ils regardent un peu trop souvent ce que l'autre regarde sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et puis tout d'un coup, alors là, désolée de vous le raconter, mais les couples qui arrivent, tout d'un coup, il y en a un qui dit, c'est souvent la dame qui dit « J'ai découvert qu'il est sur des sites de rencontres, qu'il regarde telle image, qu'il regarde des sites porno. » Et puis ça, bien sûr, quand c'est après des années de mariage en plus, c'est la grosse crise. Et il ne s'agit plus d'être soupçonneux, mais la curiosité a amené à une mauvaise surprise. Et voilà, monsieur passe beaucoup de temps sur son téléphone, madame sur son ordinateur. Je ne sais pas s'il me cache des choses. Et des fois, dans les couples, ce n'est pas seulement une question de la bague qui est trop large ou trop étroite, c'est des fois, un des conjoints se dit « je l'enlève ou je ne l'enlève pas ?» Des fois, ça peut être assez embarrassant pour quelqu'un qui est un peu dragueur sur les bords au travail. Quand il a l'alliance, alors il a envie de l'enlever. Et c'est là que s'enclenchent des mauvaises dynamiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce truc du triangle de Karpman. Est-ce que certains savent de quoi il s'agit ? C'est de l'analyse transactionnelle. Voilà que le couple commence à tourner dans des rôles négatifs. C'est-à-dire qu'il y en a un, en particulier celui qui dit plus facilement des reproches, qui devient un peu le persécuteur de l'autre. Et puis celui à qui on reproche régulièrement des choses, il se sent un peu la victime. Et de temps en temps, il se dit... le persécuteur se dit « je ne vais quand même pas continuer à faire tout le temps des reproches », alors il cherche à être un peu gentil et à devenir en quelque sorte le sauveteur de celui qui n'arrive pas, par exemple, à être à l'heure régulièrement. Alors il devient un peu plus gentil et il fait un peu le rôle de sauveteur. Mais le problème avec ça, c'est que ça tourne. On commence à prendre des rôles différents et à s'habituer. Il y en a un qui s'habitue à être la victime, mais comme ce rôle de victime est un peu désagréable, il commence à faire des reproches et il devient le persécuteur. Et ça va comme ça. C'est un jeu qui est en quelque sorte comme un peu diabolique, c'est-à-dire qu'on a de la peine à s'en sortir. Et ça, c'est après les disputes qui se rajoutent et qui se rajoutent. Mais nous, on aime bien dire, et là, on ne l'a pas dessiné, mais que pour sortir de ce triangle qui tourne, si on a commencé à jouer ces rôles différents,
on peut en sortir avec, on dessine la croix au milieu de tout ça, et de se dire, la victime, celui qui a le rôle de victime, peut se dire, c'est seulement le Seigneur Jésus qui a été la victime, qui a pris sur lui nos péchés. Et le persécuteur peut se dire, eh bien, c'est seulement Jésus qui a assumé la méchanceté des hommes, la persécution. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans ce rôle parce que je veux être dans un rôle de bienveillance. Et ainsi, il peut sortir de ce rôle de persécuteur. Et puis le Sauveur, ça c'est encore plus facile. On sait que c'est seulement le Seigneur Jésus qui est notre Sauveur. Et donc, on n'a pas besoin d'être en quelque sorte comme le sauveteur de l'autre. Ça va comme explication? Je peux aller de l'avant? Tu veux compléter? Christian aime bien aussi cette analyse de... C'est pas que je veux compléter, parce qu'on mais... l'explique souvent. Le problème, c'est que c'est vraiment un jeu psychologique dans lequel on peut entrer en tant que couple, mais aussi avec des collègues ou avec des gens. Voilà. La plupart du temps, ça part du fait qu'il y a quelqu'un qui se sent victime. Alors, on fait une nuance entre les gens qui se sentent victimes et les vraies victimes. Si quelqu'un, par exemple, est victime d'un accident ou d'un abus, c'est une vraie victime. Donc, on va essayer de l'aider. Maintenant, imaginons quelqu'un qui se sent victime, ok ? Ça peut reposer sur quelques faits concrets, mais par contre, le problème, c'est que l'autre, dans le couple, va devenir le méchant. Et le méchant, c'est à cause du méchant que je suis victime. Et vous voyez, avec ce système, quelque part, quelquefois, les victimes s'enferment dans leur rôle de victime et le méchant devient vraiment, aux yeux de la victime, mais aussi aux yeux des autres, le méchant. Alors du coup, ça va marcher comme ça jusqu'au moment où la victime, avec ses reproches, va devenir persécutrice, persécuteur, et l'autre passe en position de victime. Et ce jeu, ça se fait dans ces deux positions jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui passe en position de sauveteur en disant « bon, ok, allez, je vais être gentil avec l'autre ». Alors vous voyez, le problème de cela, comme dit Virginie, c'est que ça tourne. Les gens sont des fois pas conscients de ce jeu. Et quand on le leur montre, ils disent « mais alors, comment est-ce qu'on fait pour en sortir ?» Alors, il y a la croix qui permet de prendre connaissance de cela, mais il y a aussi le fait que si moi je m'identifie dans un de ces rôles, je peux sortir du jeu. Je dis non, je ne veux pas jouer. C'est comme si vous faites vous jouez au Uno, puis à un moment donné vous dites non, stop, j'arrête. Vous pouvez toujours sortir du jeu. Alors quelquefois quand on dit ça aux gens, ils ne sont pas contents. Parce qu'ils ont envie de rester dans une position de victime, vous comprenez? C'est souvent la victime qui a envie de rester là-dedans, en disant « mais vous ne vous rendez pas compte tout ce qu'il me fait, ou tout ce qu'elle me fait, voyez ?» Alors voilà, c'est un problème, et du coup, si vous voulez, là où ça se corse un tout petit peu, c'est que dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être sauveteurs. Mais ce n'est pas toujours la bonne combine, parce que quand on vient et puis qu'on essaye d'aider une autre personne, on risque de se positionner dans ce rôle-là, mais si on arrête d'être sauveur ou sauveteur, on risque de devenir persécuteur. Voyez ? Donc ça pourrait même se jouer quelquefois dans des groupes où il y a un gentil, ou au travail où il y a un gentil, puis tout d'un coup il en a un peu marre. Et bam, il passe en position de persécuteur. Et alors la victime dit, vous voyez, j'ai bien raison d'être victime. Bof, voilà. Peut-être là, Christian, j'ai juste une question. Est-ce que je peux aller jusqu'à la fin des défis? Parce qu'on va passer les valeurs. Oui. D'accord. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait une question? Parce que ça, c'est un truc un peu important. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de dire à l'autre « Oh, tu fais toujours la victime, hein, toi » ou « T'es le grand méchant ». Non, c'est plutôt d'être conscient de ce risque et puis ensemble, on se dit « Bon,
on voit qu'on a cette tendance, sortons ensemble du jeu. Mais est-ce que vous avez une question? Parce que ça, c'est un truc intéressant. Oui? Alors, ça, ce n'est pas un exemple de résolution de conflit. C'est plutôt l'exemple d'un couple qui commencerait à s'enferrer dans ses rôles. Et puis, il y a souvent un qui se sent vraiment victime parce que l'autre lui reproche régulièrement. Il y a des couples qui viennent souvent dans notre cabinet qui disent, il y en a un qui dit « j'en peux plus », il n'arrête pas de me reprocher que j'en fais jamais assez ou que je suis pas à la hauteur. Et c'est dans les deux sens, hein, c'est homme ou femme, c'est pas que la femme qui est là à dire, à reprocher à l'autre. C'est dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, la personne qui serait un peu perfectionniste dans le couple aurait tendance à dire à l'autre qu'il n'est jamais à la hauteur et à le lui faire remarquer, et donc à jouer ce rôle un peu de méchant. Et nous avons suivi un couple pendant des mois et des mois où lui n'était jamais satisfait de ce qu'elle faisait quand il rentrait. Alors il arrivait avec « Ah, t'as pas fait ça, alors qu'elle s'était occupée des 4 enfants qu'ils ont, enfin voilà. Et c'est ce genre de situation où c'est important de le voir et d'en sortir. Et si vous voyez chez un couple d'amis que tout d'un coup, il y en a un qui n'arrête pas de reprocher, vous pouvez même leur expliquer ça. Pour répondre un tout petit peu plus à votre question, c'est pas que tu réponds pas, mais il y a quelque chose qui était lié au terme sauveur ou sauveteur. Vous voyez, le problème est que quand quelqu'un est en difficulté, alors bien sûr qu'on aurait envie de l'aider. Et bien sûr qu'il y a des fois où on peut aider, mais on ne peut pas sortir nous-mêmes la personne de son problème. Je donne un exemple. Imaginons que je suis avec quelqu'un qui vit un grand traumatisme, une énorme tristesse. Je peux me tenir à côté de la personne, mais je ne peux pas lui dire « tu dois sortir de ta tristesse » ou bien « viens, je vais te consoler ». Parce que le problème, c'est qu'on risque peut-être d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux, alors que la personne qui vit une émotion doit trouver le chemin en elle-même pour gérer son émotion et en sortir. Alors vous me direz, peut-être c'est un peu dur, mais je vous dirais aussi que quelque part, on a dû l'apprendre, parce qu'on a fait partie de la cellule psychologique d'urgence avec la police du canton de Vaud. Et au début, on nous a beaucoup dit, faites attention, quand vous êtes là en train d'annoncer quelque chose de difficile aux gens, on venait avec des nouvelles horribles. Voilà, il y a quelqu'un de votre famille qui est mort sur la route, ou il y a votre fils qui s'est suicidé. Et alors on aurait tellement envie, n'est-ce pas, parce qu'on a un grand cœur, de venir puis de prendre la souffrance de l'autre. Et on nous disait, non, vous ne pouvez pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous tenir à côté de la personne, rester là, être avec. Vous comprenez? Parce que sinon, on vient en position de sauveteur. Alors, je ne dis pas que là, on va jouer au triangle de Karpman, hein, mais c'est pour expliquer que la position de sauveteur, ce n'est pas de sortir les gens de la boue, c'est de se tenir à côté pour assister, mais visuellement à la personne qui va, elle, sortir de la boue. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Et nous, dans notre réflexe, j'allais dire dans un réflexe chrétien, alors on veut être gentil avec tout le monde, on veut sauver tout le monde, voilà, il faut être cool, il faut être comme Jésus. Mais Jésus lui-même a fait quelque chose d'intéressant. Il attendait que les gens le cherchent quelquefois pour répondre. Et donc, en fait, il n'est pas intervenu comme ça, tout azimut, en disant « Voilà, je viens, puis je guéris tout le monde. Oh, vous avez pas... » Il demandait presque aux gens « Est-ce que vous avez envie d'être guéris ?» Mais quand même étonnant.
Il attendait que la personne fasse un pas elle-même pour pouvoir en sortir. Et vous voyez, au fond, le problème de certains couples, c'est qu'il y a des gens qui se sentent tellement victimes qu'elles ne vont plus rien faire pour s'en sortir. C'est tout aux autres de faire, vous voyez ? Ça, c'est un vrai problème parmi beaucoup de couples. Excusez-nous d'insister là-dessus, on va juste dire que le triangle de Karpman, ça pourrait faire l'objet d'une bonne journée d'enseignement. Donc on est là en train de patauger en 10 minutes, là, désolé. Hein. Excusez-moi, moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit de dire j'arrête de jouer par exemple. Oui. Alors là par contre ça me semble un peu, par exemple dans un couple, dans une situation où la personne on la voit pas tous les jours, je me dis un éloignement où parfois on se met un peu à distance pour éviter d'être toujours dans cet engrenage, mais dans son couple du coup ben, la personne on se côtoie au quotidien tout le temps. Donc est-ce que la fuite, moi j'appelle ça la fuite, mais est-ce que c'est la fuite? Mais c'est pas la fuite. Comment faire pour sortir du jeu, dire je ne joue plus, mais tout en étant en relation avec l'autre qui, lui, n'a peut-être pas la même, pas au même moment. Tout à fait, oui. Disons que je pense que c'est un petit peu compliqué de dire on sort du jeu. L'idée, ce serait de dire sortons ensemble du jeu. Et c'est quand même intéressant de faire ce petit triangle en disant, bah, tu vois, moi je suis souvent dans ce rôle où je me sens victime de tes reproches, toi tu es souvent en train de me faire des reproches ou tu es agacé parce que j'ai pas fait ça ou ça. Et puis peut-être des fois tu veux tout le temps faire la cuisine à ma place parce que je vais pas assez vite, donc tu as ce rôle de sauveteur. Et puis du coup de dire ensemble, nous pouvons sortir du jeu. Et ça nous aide, bien sûr, pour les couples chrétiens, ça aide de se dire, c'est le Seigneur qui a pris ses rôles et c'est suffisant qu'il ait pris le rôle de victime, que ce soit lui le sauveur et qu'il ait subi les persécutions. C'est suffisant. Voilà. Mais je vais répondre encore un petit peu différemment. En réalité, ce qui se passe alors, ce que Virginie dit, c'est qu'il y a une identification et une validation ensemble d'un jeu un peu pervers qu'on est en train de jouer. Et c'est seulement comme ça qu'on peut faire. Maintenant, par rapport au conflit, quand il y a un conflit, ça c'est un peu autre chose, parce que là, il me semble que vous mentionnez aussi l'histoire du conflit. Ce que nous essayons de faire avec les gens qui sont en grand conflit, c'est de leur dire, écoutez, vous pourriez poser un espèce de protocole de conflit en disant, 1, est-ce que tu es d'accord que nous sommes en conflit? 2, je vois qu'on ne va pas s'en sortir si on reste dans ce conflit. 3, je sors de la pièce pour aller me calmer sans claquer la porte. Et 4, on reprendra quand on sera calme. Vous voyez, là, j'ai donné ce qu'on appelle un exemple de protocole de conflit. Et si on applique ce genre de choses, c'est très intéressant parce que ça évite la montée en escalade, ou ce qu'on appelle la montée en symétrie. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes, quand ils entrent dans un conflit, au bout de 10 minutes, ils ne sont même plus dans le sujet de leur conflit, ils sont dans le conflit de leur conflit. Vous voyez ? Et ça veut dire que quelque part, on ne sait même plus pourquoi on se dispute, simplement on est là pour argumenter l'un en face de l'autre. Alors dans ces moments-là, tout comme pour le triangle de Karpman, on dit appliquez le protocole. Je pose l'exemple suivant. Est-ce que vous connaissez le protocole quand vous voyez quelqu'un qui est étendu sur le trottoir? Point 1, respire-t-il? 2, parle-t-il? Etc. Puis vous allez jusqu'au 4. 4, c'est en général appelé l'ambulance. Hein? Mais vous appliquez ça, vous n'essayez pas de réfléchir, vous appliquez. Alors nous, par rapport au conflit, on essaie de dire, s'il vous plaît, n'essayez pas de trop réfléchir, mais appliquez. Alors ça ne résout pas le fond du conflit, mais ça casse la formation, vous voyez ? Et cela aide beaucoup de couples à désinvestir du conflit
en termes d'énergie, parce que des fois ils mettent une énergie folle dans le conflit. Et puis ils sont crevés à la fin. Alors on leur dit, écoutez, vous calmez le truc, puis vous dites pas en sortant je vais me suicider, hein, ou bien tu ne me verras plus, hein, vous savez, tu ne me verras plus du tout, c'est fini, je pars. Hein. Ah, voilà. Gros théâtre. Mais on propose de jouer une autre pièce de théâtre. Alors, je vais vous le montrer, c'est un peu caricatural. Voilà, nous venons de nous disputer. Je dis, tu es d'accord, Virginie, que nous venons de nous disputer, donc nous allons sortir. Je vais sortir du jeu. Et puis, quand je sors du jeu, je dis, il sort. Et à tout à l'heure, je reviens quand je serai calmé. Je vais promener le chien, même s'il n'y a pas de chien. Vous voyez ? Et ça, avec ça, les gens, tout d'un coup, pouf, ça descend les conflits. Et ensuite, on va pouvoir parler du sujet du conflit. Ça va pour vous ? C'est cette idée de sortir du jeu. Hein, c'était très important. Merci pour votre question. Voilà, alors c'est cette question des disputes récurrentes. Là, ça devient désagréable. C'est là qu'on a l'impression, quand dans le couple, il y a des disputes récurrentes, ça fait mal. Ça commence à être du grain de sable qui frotte sur la peau et ça devient parfois ingérable. Dès le matin, de se faire la tête, c'est pas la meilleure idée. Un rien fait déborder le vase et pour ne rien arranger les choses, on ne se parle plus. Si on peut éviter d'en arriver à l'idée de se faire la tête, alors nous, on donne aussi au couple l'idée que si on est vexé, on peut bien être vexé un moment. Alors on demande au couple, à la personne qui se vexe facilement, quand vous êtes vexé, vous faites la tête combien de temps ? Alors il y a des gens qui disent 1 semaine sans se parler. Là, on dit, ça fait un peu beaucoup. À combien vous imaginez pouvoir réduire le fait de ne pas parler à l'autre ? Alors, la personne réfléchit bien et puis dit peut-être 3 jours. Et puis, une prochaine fois, peut-être on dira, bon, 3 jours, la dernière fois, vous n'avez pas parlé pendant 3 jours, c'était peut-être un peu inconfortable. Alors, est-ce que vous pouvez encore réduire ? Alors, c'est peut-être 1 jour. En plus, nous, les chrétiens, on nous dit ne laissez pas la colère passer sur la nuit. Alors, des fois, on cherche vite à arranger les paniers avant la nuit et quand même à se reparler. C'est quand même pas une mauvaise idée, mais on essaye encore de rétrécir. Une journée, c'est même long sans se parler. Si on est tout le week-end ensemble, toute la journée, du coup, peut-être 1 heure. Et puis, après 1 heure, la personne apprend petit à petit à sortir de sa vexaille et après, elle s'est donné 1 heure, ok, maintenant ça suffit, et puis je retourne en relation. C'est un exercice personnel pour les gens qui sont facilement vexables, mais c'est très pénible dans le couple de ne plus se parler. Et, pardon ? C'est aussi un signe un peu punitif qu'on envoie à l'autre. Alors voilà, on en arrive à ce que chacun vit dans son monde. Question pour monsieur, est-ce que j'aime toujours ma femme ? Question pour madame, est-ce que je suis toujours attirée par mon homme ? Là, vous êtes d'accord que ça commence à être très difficile quand ces questions arrivent. Est-ce que je comprends ce qui se passe dans le cœur de ma femme ? Est-ce que je connais encore mon homme ? Alors, à propos de « est-ce que je connais encore mon homme ?» Évidemment, nous avons des cas un peu extrêmes. Voilà qu'un jour, madame se rend compte que monsieur l'a trompée, mais monsieur l'a trompée avec un homme. Et elle dit « mais je connais. En fait, j'ai vécu tant d'années avec mon mari sans savoir qu'il avait ce problème d'être attiré par des hommes. Il ne me l'avait jamais dit. Est-ce que je connais encore mon homme ?» Et si on peut se communiquer suffisamment avant d'en arriver à des extrêmes pareils, c'est quand même nécessaire et positif. On commence à penser « je ne crois plus en mon couple », on est un peu perdu. À l'opposé des conflits, on trouve aussi l'aspect, alors les conflits c'est de se confronter, mais on trouve aussi l'aspect de l'érosion.
Et cette image montre bien que des conflits, mais un peu cachés, peuvent aussi éroder la relation de couple. Et quand quelqu'un nous demande « Comment ça va dans votre couple ?», on répond « Ça va, tout va bien ». Et ça, c'est la grande tentation dans nos églises. C'est qu'on a honte d'être en conflit. On a honte quand le couple n'est pas au top. On a envie de donner une bonne image aux autres. Et ça, c'est un peu dangereux. Et c'est pour ça que nous formons jusqu'à 500 couples en Suisse romande. C'est notre but. On aimerait former des couples qui soient un peu veilleurs, qui soient attentifs à certains petits signaux d'alerte. On voit toujours, je ne parle pas du couple pastoral parce qu'il se doit d'être pour les uns et les autres, mais si on voit toujours un couple sortir à des moments différents du culte, ou ne jamais s'asseoir l'un à côté de l'autre, où il y a des petits signaux d'alerte comme ça, et s'il y a quelques couples dans chaque église qui repèrent les petits signaux d'alerte, qui vont inviter à un café ou à un repas, et déjà enclencher un peu de dialogue avec les couples qui sont en tension, ça permettrait que le couple qui va mal, ce ne soit pas un tabou, ce ne soit pas un truc caché aux yeux de tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir, mais qu'il y ait une ou deux personnes qui sachent qu'un couple ne va pas bien, ça peut un peu adoucir la situation. Alors voilà, c'est les situations parfois, quand les gens arrivent en conseil conjugal, c'est l'orage. Sur fond, c'est l'orage avec un espèce de fond de soleil, mais c'est surtout l'orage. Et je te laisse continuer par rapport à cet amour qui peut continuer. Alors, on va vous faire un petit peu travailler. L'idée, c'est... pardon, parce que ce n'était pas la partie la plus marrante, donc c'est pour ça que je l'ai laissé à ma femme, parce qu'on partage chrétiennement. Non, ça va aller. Et donc, du coup, normalement, elle n'aime pas du tout faire cette partie, puis là, on a décidé d'échanger, parce que moi, j'en avais marre de présenter les problèmes, donc je vais vous présenter la bonne partie. Donc, du coup, on aimerait vous faire remplir un petit questionnaire. Alors, je ne sais pas si tout le monde est en couple, peut-être pas, mais vous pouvez quand même jeter un coup d'œil sur cette feuille. Et puis, si vous êtes en couple, volontiers que vous puissiez la remplir. Chacun peut prendre une feuille. Et si vous avez quelqu'un à la maison qui n'a pas pu venir, prenez-en une deuxième, ce qui permettra à l'autre de remplir. Là-dedans, vous allez trouver 20 questions, plus exactement 20 propositions. Alors, par exemple, vous avez le sentiment global de satisfaction, être heureux dans son couple, et vous avez le droit de mettre de 1, mauvaise note, à 5, très bonne note. Entre 2, il y a un peu 2, 3, 4, enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est que vous faites une auto-évaluation. Et puis vous verrez, il y a des thématiques assez sympathiques. Alors Virginie, si tu veux bien distribuer cela. Et oui, maintenant, oui, tout à fait. Oui, non, on ne va pas les lâcher comme ça dans la nature. Alors peut-être des crayons volontiers. Si Jean-René, dans sa diligence, peut vous donner des crayons. Et puis vous allez pouvoir mettre des petites croix pendant 2-3 minutes. Et s'il vous plaît, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas là ce soir, prenez une feuille de plus. Voilà. Voilà, nous allons gentiment nous interrompre, même si vous n'avez pas tout à fait terminé. Alors, on va vous donner 2 clés pour savoir quoi en faire de ce truc. Vous avez remarqué que c'est le questionnaire 0.1, parce qu'en général, on commence avec ce questionnaire, on en a par ça à peu près 300 de ces fiches de travail, mais tout ne sert pas forcément. Dans cette fiche, vous avez trouvé 20 thématiques. Elles sont quelquefois visibles, quelquefois un petit peu moins. Et dans ces 20 thématiques, il y a toutes les thématiques qui concernent le couple.
Alors, voilà le côté de satisfaction du couple. Qu'est-ce que le couple? Est-ce qu'on est content, etc. 2, vous avez les personnalités. 3, la communication. 4, la sexualité. 5, les rôles et décisions. 6, vous avez ensuite les questions liées, je crois que c'est 6, les rôles et décisions. 7, l'amour. 8, toute la question de la parenté. 9, la parentalité. Et 10, la foi et la spiritualité. Puis ensuite, vous avez une dizaine de thématiques qui sont liées à la vie du couple, qui est déjà en exercice depuis longtemps. Je ne vais pas en faire l'énumération. Mais ça veut dire qu'avec ces 20 thématiques, si les couples prennent le temps d'en discuter, d'essayer de régulièrement se mettre au point, parce que régulièrement, il faut refaire des contrats, essayer de remettre des trucs en route, alors à ce moment-là, le couple va durer. Parce qu'il est en route, parce qu'il n'est pas en train de se cramponner à une routine, si vous voulez, qui est là depuis peut-être des années, mais qui est périmée, vous voyez. C'est un peu comme si vous alliez ouvrir vos armoires à nourriture, puis vous prenez une boîte de pois chiches, et puis elle date de 2005, mais vous dites, c'est encore bon. Et vous voyez, il y a beaucoup de couples qui font comme ça, parce qu'ils se disent, une fois pour toutes, on a réglé le truc. Mais alors, ils oublient qu'il y a des produits qui ont besoin peut-être d'être des nouveaux produits, des choses qu'on invente, des choses qu'on renouvelle. Voilà. Donc, par rapport à tout cela, faites bien attention, il y a des choses qu'il faut discuter et rediscuter. Alors, comment le faire? Si vous êtes en couple, la meilleure chose, c'est de vous tenir ensemble un petit moment, n'est-ce pas? De faire un petit moment de break, n'est-ce pas? Pas vite entre deux moments, mais peut-être prenez le temps de vous asseoir à une table ou comme ça. Et puis, vous n'allez pas immédiatement voir les choses qui ne vont pas. Parce que vous voyez, généralement, on est centré sur les problèmes. D'ailleurs, on a commencé par des problèmes. L'idée, c'est plutôt d'aller voir les piliers qui sont solides, parce qu'en fait, ce sont des piliers du couple. Donc, vous allez voir, oui, c'est bon, c'est solide. Là, on est bon. Cet après-midi, j'avais un couple devant moi, un des couples qui est venu aujourd'hui dans notre cabinet, et je leur ai demandé, vous êtes solide dans quel domaine? Ils ont réfléchi. Ils ont dit, il y a 2 choses. Les voyages, ok? Et puis, on est tous les 2 sensibles. C'est super. Alors, je leur ai demandé un petit peu comment ils exprimaient cette sensibilité l'un vis-à-vis de l'autre. Et ils ont pu s'expliquer. Ils ont pu dire, ben voilà, on arrive à partager ceci et cela. Bien, super. Et quand on a étudié quelques piliers solides, alors là, on va vers les trucs qui vont moins bien. Peut-être la sexualité, ou le fait de prier ensemble. Il y a des couples chrétiens qui prient jamais ensemble. Ou encore, on est mauvais dans les finances. Ou dans les rôles, vous savez, la répartition des rôles. C'est madame qui fait tout, ou monsieur qui fait tout, enfin bref. Il y a toutes sortes de lieux où on n'est pas bon, on est des mauvais couples. Ok, ça peut arriver. Il n'y a pas besoin d'être bon partout. Par contre, alors il faut en discuter. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Alors, en une soirée, on n'arrive pas à vous donner normalement toutes les clés qu'on essaye de donner dans des séminaires couples ou des choses comme ça, mais vous comprenez qu'en discutant, on arrive déjà à reformuler un certain nombre de choses qui vont aider ensuite au couple de bien marcher. Alors, je vais maintenant prendre un petit peu plus loin. Écoute, Virginie, volontiers, si tu peux suivre le truc. Donc, l'idée, c'est de voir un tout petit peu qu'est-ce qui permet finalement de garder, de retrouver la motivation pour aimer son partenaire. Parce qu'en fait, vivre un amour qui dure, il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu d'amour, non? Vous ne croyez pas? C'est pas si facile d'ailleurs. Parce que l'amour, c'est pas un truc linéaire, ça fait un peu comme ça. Voilà. Alors comment garder cette motivation?
Tout d'abord, en fin de compte, qu'est-ce qui va nous donner une perspective? Quand vous pensez couple dans la perspective, nous on se dit quelquefois avec ma femme, on sera quoi dans 10 ans ou dans 20 ans? Comment est-ce qu'on va s'aimer? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va dire, on va s'aimer. Mais l'idée, c'est pas juste de s'aimer comme ça. Alors, je vous donne une image que j'ai donnée assez souvent à des... Bon, vous savez, des fois, les journalistes, ils nous tournicotent un peu autour et ils nous demandent, c'est quoi un amour qui dure? Alors, ma seule réponse, c'est de dire, et si vous pouviez considérer l'autre comme un palais immense avec 1000 chambres, 1000 ou 2000, et que quelque part, votre conjoint, votre conjointe vous invite dans son palais en disant « Viens, je vais te faire visiter des chambres » et que vous entrez sur la pointe des pieds en disant « Oh, mais c'est extraordinaire, je suis encore en train de découvrir une chambre que je ne connaissais pas. » Alors vous voyez quand vous avez des couples, alors je vais le dire avec un accent vaudois, qui disent « Ouais, ma femme, je la connais par cœur. » Ou bien madame qui dit « Mon homme, de toute façon, je sais exactement comment il va réagir. » Mais avec ça, quels sont les éléments que vous allez encore découvrir? Voyez? Donc, il y a 1000 choses à découvrir. C'est un peu comme, j'allais dire, quand on s'émerveille comme un enfant en se disant « Mais c'est extraordinaire, tu as encore ça à me montrer. » Ce n'est pas forcément des choses que l'autre raconte sur sa petite enfance, parce que oui, on connaît l'autre par cœur, mais sur ce qu'il vit ou ce qu'elle vit en ce moment. Et ça, c'est une merveilleuse découverte. Alors de temps en temps, j'invite ma femme, alors je dis le palais ou le jardin, vous voyez, jardin à la française, vous savez, avec des grandes portes, et puis la porte qui s'ouvre, qui fait... Puis je dis, Virginie, viens, rentre dans mon jardin, regarde ici, il y a des plates-bandes, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des tomates, il y a plein de choses. Et puis là, je vais te montrer, il y a une fleur spéciale. Puis elle vient, puis je dis, tu te gaffes, hein, tu mets pas les pieds sur mes plates-bandes, hein. Mais elle vient avec respect, elle me découvre. Elle est émerveillée, parce que je suis un type absolument génial, ça j'avais oublié de vous le dire, mais maintenant vous le savez. Non, excusez-moi, je pratique quelquefois l'autodérision pour voir si les gens sont encore avec moi dans la soirée. Et puis ensuite, c'est elle qui va m'inviter dans son palais ou dans son jardin. Et donc là, je vais aussi découvrir son monde intérieur. Et vous voyez, ça c'est très important, c'est finalement quelque chose qui nous donne une perspective jusqu'au bout de nos jours. Parce que sinon, on est juste un couple qui fonctionne. Je vais un peu plus loin en disant, alors, l'entente et la longévité du couple n'est pas basée sur le fait de se sentir. Vous savez, je ressens. Aujourd'hui, je ressens de l'amour. Demain, je ne ressens plus rien. Alors, il y a des gens qui disent, bon, puisque je ne ressens plus rien, autant partir. Autant aller avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Et le problème de beaucoup de couples, beaucoup de nos contemporains, c'est qu'on dit, comme je ne ressens plus rien, peut-être qu'une découverte supplémentaire me permettrait de revivre les papillons, vous voyez. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un hasard qu'on est ensemble. Le couple est quelque chose qui est appelé à grandir dans son respect, dans son intimité, dans sa découverte mutuelle. Les ingrédients, donc, c'est... de la réussite du couple, c'est quand on est conscient de ce qui nous unit. C'est quoi notre force? C'est quoi votre force? C'est quoi votre force de couple? Où est-ce que vous êtes bon, justement? Parce qu'on va utiliser ces ingrédients. Si vous avez fait une bonne cuisine, vous allez refaire la recette. Vous allez la refaire, vous allez peut-être même l'enrichir. Et c'est ça qui permet finalement de se dire, le couple, c'est génial. Il y a aussi des crises. On a tous passé par des crises. Avec ma femme, on a passé par des crises. Mais on a réussi à dépasser ces crises. On s'est dit, on a tiré des enseignements. On a essayé de tirer parti de notre crise.
J'aimerais dire un petit mot à ce sujet. Nous avons beaucoup de couples qui viennent dans notre cabinet parce qu'ils sont en crise. Alors, ok, on a des outils, vous savez, on est un peu des garagistes. Moi, j'aime dire, ma femme, elle n'aime pas trop ce terme, mais moi, je dis, on est des garagistes du couple. Alors, vous savez, on met la voiture sur des plans, puis on va avec une lampe de poche, puis on dit, ah ben, il y a un trou là, il faudra changer le carburateur, ici, il y a les freins qui ne jouent plus tout à fait. Donc, on fait ça pour le couple. Donc, des fois, en 4-5 fois, allez, oui, on dit ça, on a résorbé la crise. Puis là, les gens nous disent au revoir, merci beaucoup, Christian et Virginie, antenne couple, ça y est, c'est bon, on est bon, allez, on part. On leur dit, ah, attendez, c'est là que ça devient intéressant. Parce que maintenant, que vous êtes sortis de la crise, vous allez pouvoir l'utiliser pour aller plus loin. Sinon, votre crise, elle ne vous sert à rien. Vous voyez, c'est là où, parfois, quand nous voyons des gens en crise, on aurait tellement envie de les aider pour pouvoir leur dire, écoutez, oui, vous savez, on a des outils et tout. Ok, pour résoudre la crise, mais la crise, elle est juste des signaux avertisseurs. Top, 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 top. Alors, ok, vous faites quoi? Vous éteignez le signal. Le signal, il est simplement symptomatique de quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne. Donc, on doit aller chercher plus loin et puis ensuite reconstruire, co-construire. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait vraiment pour aller vers un couple qui dure? 2-3 clés quand même importantes. D'une part, je décide de rester sur le chemin de l'amour. Un truc plus loin. Je décide. C'est un choix. Peut-être vous l'avez fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ce n'est pas tous les jours que je dis « je décide de rester avec Virginie ». Elle va en avoir marre et moi aussi. Mais régulièrement, on se dit « non, je décide ». Et s'il faut, je reviens au carrefour que j'avais pris il y a fort longtemps. Et vous voyez, quelque part aujourd'hui, les gens sont beaucoup avec un CDD. Surtout les jeunes, hein, parce qu'ils ont plusieurs couples. Un CDD, voilà, un petit... Alors que nous, en principe, on se dit, c'est plutôt pour un CDI, contrat de longue durée, à durée indéterminée. Donc l'idée, c'est que je choisis et je me réfère au carrefour que j'avais pris. Je décide de rester complice. Oh, il y a bien des moments où on aurait peut-être envie de se désolidariser. Mais non, je reste complice. On a régulièrement besoin de se dire, on est un bon couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, je vais vous proposer quelque chose juste ce soir. Pour ceux qui sont en couple à la maison, vous pourrez le faire à la maison. Vous vous tournez l'un vers l'autre, vous faites un petit check, ou comme ça, avec la main, et vous dites, on est un bon couple. Vous seriez d'accord? Allez, un petit coup là, hop, on est un bon couple, tchac, on est un bon couple. Pour ceux qui sont là seuls, vous pouvez le dire à la maison. Et puis, vous savez, des fois, on a besoin de se le dire aussi. Je sais pas, moi, dans un groupe, dans l'église. Alors, on ne va pas dire on est un bon couple à tout le monde. On va juste, quelquefois, dire oui, c'est vrai, on s'entend bien. Vous voyez, dans notre culture suisse, mal foutue, franchement, pour ça, on est mal foutu. Quand tout va bien, on dit rien. C'est quand tout va mal qu'on commence à parler. Et moi, je dis quelquefois, mais non. Hey, oh, mais ça va bien. C'est comme un chef d'entreprise, n'est-ce pas, qui dirait jamais à ses ouvriers, bravo les gars, c'est super, vous avez bien, c'est une bonne année là. Oui, on a eu quelques revers, mais vous avez bien travaillé. Un chef qui ne dit jamais à ses employés, vous avez bien travaillé, c'est un mauvais chef. Donc, quelquefois dans le couple, on a besoin de s'encourager l'un l'autre. Vous êtes d'accord? Ça va pour vous? Ok. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être encouragé? Des fois, Virginie, elle me dit, tu es mon héros. Oh, alors tout d'un coup, je me dis, comment est-ce qu'elle voit ça? Mais j'accepte. Au début, je disais, mais non. Puis finalement, ça me fait du bien. De temps en temps, je lui dis, tu es ma héroïne, mon héroïne. Alors, dans le bon sens du terme, héroïne, vous avez compris. On ne se trompe pas sur le vocabulaire. Voilà. Après, le truc que Virginie avait aussi mentionné, le cap sur la confiance.
La confiance, elle se redonne encore et encore. Oui, c'est difficile. Quelquefois, des hommes et des femmes ont été trompés. Un exemple avec cette dame où son mari est parti avec un type, enfin il a couché avec un type. Et c'est moche. Comment faire pour redonner la confiance? C'est difficile. Ça implique un choix, du pardon, pas mal de choses, et du temps aussi, parce que c'est un traumatisme. Mais en fin de compte, sans la confiance, ça ne peut pas marcher. Vous savez, ça nous est arrivé d'entendre une dame, je ne sais pas, de 70 ans, on va dire 70 s'il y a des Français parmi nous, puis ma femme est française, alors il faut que je fasse attention, 70 ans qui dit « Mon mari, il n'était même pas là quand j'ai accouché de notre premier enfant. » Je dis « Mais vous avez quel âge ?» 70 ans. Mais elle en parle comme si c'était la veille. Vous savez, il y a beaucoup de choses, je pardonne mais j'oublie pas. Hein. Vous savez, c'est beaucoup. Donc la confiance, c'est quelque chose qu'on redonne aussi parce qu'alors je mets quand même une dimension spirituelle. Dieu nous remet de la confiance en nous alors qu'il sait qu'on ne va pas être au top jusqu'à la fin de nos jours, malheureusement. Hein. On aimerait bien être parfait, mais ça n'existe pas. Et puis, refaire confiance, justement, si on a été déçu, hein, justement, c'est de remettre en route, oui, oser refaire confiance. Voilà. On prend, bien sûr, un risque si on a été trahi. On prend un risque, mais de toute façon, avec la vie de couple, on prend plein de risques aujourd'hui. Et comme vous savez que la société ne protège plus le couple, elle s'intéresse plus de la même manière que dans les années 60, par exemple, où c'était très codifié d'un point de vue social. Aujourd'hui, c'est sûr que le risque de faire confiance et de marcher à long terme, il est là, on est obligé d'y aller comme ça. Et puis voilà, je vais switcher sur le côté positif, l'honnêteté, la franchise. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui est bien, encore que c'est à manier avec une certaine délicatesse, c'est le côté jeu ouvert. La question, c'est de savoir si, par exemple, il y a quelque chose qui se passe mal pour moi, est-ce que je le dis à ma femme ou pas? Alors, je ne parle pas là d'histoire de tromperie, mais est-ce que je dois tout dire à l'autre? Ça dépend. Si je suis, par exemple, oppressé au niveau de mon travail, ok. Si je suis oppressé au niveau de mon travail, est-ce que je dois rentrer chaque soir en disant à ma femme, tu sais, c'est horrible ce travail que j'ai un fardeau sur les épaules, enfin. Alors peut-être que je peux le lui dire une fois ou deux, parce que c'est bon que je partage, mais pourquoi pas aussi des fois le faire un peu à l'extérieur. Alors ici, je crois que j'avais développé il y a quelques semaines en arrière, quand j'étais venu le dimanche, l'idée d'avoir un partenaire ou une partenaire à qui on dit les choses, mais en dehors du couple. Alors bien sûr, pas croisé, hein, c'est pas monsieur qui a une partenaire et madame qui a un partenaire, mais un bon ami pour vous, messieurs, ou une bonne amie pour vous, mesdames. Puis de temps en temps, on vide un peu le sac, voyez, ça fait du bien. Moi, j'ai un ami, un frère en Christ, alors il est aussi pasteur, ça fait maintenant, plus de 20 ans qu'on a un partenariat, on se voit tous les mois à peu près 2 heures. Et puis on partage alors sur le côté professionnel, familial, personnel, quand on a des difficultés. Ce ne sont pas des choses que je ne dirai pas à ma femme, mais j'ai la liberté quelquefois de décharger un peu ma brouette remplie de cailloux. Voilà. Maintenant, une autre chose que je trouve vraiment épatante, c'est ce fameux triangle divin. Le triangle divin, vous voyez, vous avez le mari et la femme, qui quelquefois, il y a un petit peu d'interférence dans le tuyau, comme on dit. Hein, le tuyau de la communication, ça ne joue pas très bien. Mais on peut, alors, si on a la foi, peut-être que, je suppose que vous avez la foi, eh bien, vous pouvez passer par Dieu pour aller lui demander, mais au fond, Seigneur, comment est-ce que tu considères mon partenaire? C'est quoi ta pensée, là, le grand patron là-haut? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de Virginie? Puis alors le grand patron me dit, tiens, je vais te passer mes lunettes. Alors je prends les lunettes de Dieu, puis je dis, ah ouais, dis donc. Donc toi
toi tu la vois comme une bonne personne. Puis le Seigneur me dit, ben oui, tu sais, oui, bien sûr. Ah ouais, je la vois comme une bonne personne. Ah bon, ok. Mais tu vois, moi j'étais très fâché contre elle. Ah oui, non, mais ça c'est toi, mon fils, là, tu t'es fâché, là, tu t'es vexé, hein, et puis peut-être plus qu'un jour. Non, moi je la considère vraiment comme quelqu'un de bien, parce que voilà, je l'ai sauvée, je l'ai équipée. Tout. Ah oui, pardon, ah oui. Alors je vais pouvoir prendre ses lunettes, et si elle fait la même chose, elle va me voir avec les bonnes lunettes, voyez ? Et donc dans ce sens, attention de prendre les bonnes lunettes, de ne pas prendre des lunettes noires. Parce qu'avec ça, évidemment, le regard est un peu obscurci. Donc ça signifie que c'est pas mal de poser un regard chouette sur l'autre. Franchement, sympa, hein ? Moi j'aime bien cette petite image. En plus, c'est la tête, elle est un peu comme ça, vous voyez ? Alors moi j'aime bien les chouettes, j'aime un peu moins les pigeons, hein, je vous avoue. On a actuellement des pigeons sur notre balcon et puis on est obligé de les chasser. Ça c'est un peu moins sympa, mais une chouette qu'on a d'ailleurs près de notre petite bicoque en Bretagne, on l'entend régulièrement. C'est une image bien sûr, mais vous comprenez que régulièrement je dois essayer de poser un regard sympa sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, effectivement, chacun de nous prend ses décisions, fait ses petites opérations, etc. Eh bien, en fin de compte, réponse dans le PowerPoint suivant. Et je vais encore prendre 5 minutes, si c'est possible. Je questionne Jean-René. Ça va, c'est déjà 9h20. Est-ce que ça va si je donne un petit mot sur les 5 minutes? Ça sera fait en 5 minutes. Alors, l'idée, c'est de prendre les valeurs. Hein. La question de savoir, au fond, oui, je vais laisser Jérémie ouvrir les 10 valeurs du couple. La question est de savoir quelles sont les valeurs qui sous-tendent au couple. Alors, vous pouvez les prendre pour vous. Vous pouvez aussi les penser en absolu. Je vous en propose 10, mais il y en a plus, bien sûr. Ça, c'est, me semble-t-il, les valeurs essentielles. Pas toujours respectées, mais quand même importantes. Alors, je vais peut-être passer le couple, voilà, etc., et l'équation, et j'arrive droit sur l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui, effectivement, j'allais dire, est fait une fois, et puis souvent l'alliance, elle est un peu bafouée, mais quand même dommage, parce que c'est vraiment quelque chose qui, normalement, devrait perdurer. Vous savez, comme on disait autrefois, dans l'Ancien Testament, faire alliance. On utilisait une formule complètement incroyable, à nos yeux, c'est que quand deux personnes, alors hommes et femmes, mais aussi deux personnes qui, par exemple, décidaient de se vendre un terrain, de s'acheter et vendre un terrain, coupaient un animal en deux, on mettait les deux parties de l'animal là, et les deux partenaires passaient au travers de l'animal. Et on appelle ça, en hébreu, c'est une formule karat berit, couper l'alliance. Voilà, donc c'était une formule pour dire on fait alliance. Et c'était immuable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'alliances qui sont faites, mais qui sont cassées, c'est très dommage. Voilà, alors on va passer un tout petit peu sur les synonymes et les antonymes, parce qu'on n'a pas le temps. Je vais passer à la valeur suivante, l'attachement. S'attacher. C'est quelque chose de très biblique. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un attachement, c'est quelque chose qui est là, qui est solide. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, se détachent. Donc, quel est notre attachement l'un à l'autre? En quoi suis-je attaché à l'autre? Troisièmement, la fidélité. La fidélité, vous savez, c'est très très remis en question aujourd'hui. On est dans une société qui est terrifiante. Virginie regardait sur ChatGPT
Et parce qu'on est en train des fois de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Et la question de la fidélité est liée quelquefois à l'antonyme qui est le libertinage, vous voyez? Mais vous savez que Genève et Lausanne sont des capitales du libertinage? C'est quand même triste, non? L'humilité, pouvoir se sentir humble comme cette petite plante qui pousse dans la terre, ou plutôt comme l'humus qui provoque la terre. L'humilité, c'est vraiment se considérer moins que l'autre et avoir évité cette position d'orgueil ou d'arrogance, de supériorité, de domination qui existe quelquefois dans les couples. La liberté, attention, cette liberté-là n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Ça, c'est pas de la liberté, c'est de l'anarchie. La vraie liberté, c'est d'être soi-même. Et vous voyez, le pont qui illustre ça, ce sont deux ponts qui descendent. C'est un concept de Manfred Engeli, psychologue chrétien bien connu, où on descend le pont ensemble, mais on ne peut pas se forcer à descendre. Si je dis « j'aime ma femme », je descends mon pont, je ne peux pas lui dire « tu dois m'aimer comme je t'aime », parce que ça serait de la contrainte. De toute façon, on ne s'aime jamais de la même façon. Voilà. La liberté d'aimer, la liberté de communiquer, vous voyez ? Je voudrais communiquer avec ma femme, j'ai envie de lui dire un truc. Je fonce, elle est à la cuisine en train de faire un formidable plat. Puis je dis, j'aimerais juste te dire quelque chose. Et quand on ira à Colonie, puis elle me dit, hey, stop. Non, je suis en train de cuisiner. Ben, je ne peux pas lui dire, tu dois descendre ton pont. Voyez ? Même chose si moi, je sais pas, je suis devant mon ordinateur et puis qu'elle dit « tu dois descendre ton pont ». Non, on ne va pas le faire. Donc vous voyez à quel point la liberté, c'est un concept qui permet de garder une possibilité de se rejoindre quand les deux descendent le pont, décident par exemple de descendre le pont en même temps. Ensuite, vous avez la responsabilité. Ça, c'est aussi une valeur fondamentale dans le sens que je suis responsable de ma route. Et c'est bien assez d'être responsable de sa propre route. Lausanne-Genève en autoroute, je ne regarde pas sur la piste d'à côté. Vous savez, des fois, il y a un accident sur la piste de côté, mais c'est de l'autre côté. Et ça fait des bouchons sur ma piste. Pourquoi ? Parce que les gens regardent l'accident. Ben non, c'est déjà bien assez de boulot pour moi. La maturité. Vous avez vu, c'est un bananier. Un bananier, c'est une plante, ce n'est pas un arbre. Ça pousse pendant, alors là les dames vont rigoler, 9 mois. Au bout de 9 mois, ça produit quoi ? Un régime de bananes. Quand on a coupé le régime de bananes, on coupe aussi le bout qui dépasse, la plante verte. Qu'est-ce qui se passe avec le tronc ? Le vieux tronc va rester debout et nourrir un petit tronc qui va grimper jusqu'au prochain bananier. Et quand le bananier est arrivé à maturité, le vieux tronc, il est tombé par terre. Ça, c'est la vraie maturité. C'est très intéressant, c'est un processus, c'est grandir, et puis quelquefois s'effacer. La solidarité, ça serait quand même moche qu'il n'y en ait qu'un qui pédale, vous voyez ? On est deux à pédaler, parce qu'il faut que le véhicule avance, alors quelquefois il y en a un qui pédale un peu moins fort. Mais comment rester ensemble sur ce vélo ou ce tricycle ? La tolérance, un grand mot, qui est déjà, d'ailleurs un peu piégé, mais la tolérance, c'est d'accepter que l'autre puisse être différent, se comporter différemment, etc. Et je termine, non, il y a encore peut-être un autre, avec la vérité. Là, on touche justement à des choses que nous aimons dire, que nous choisissons de dire pour rester dans la vérité. C'est vraiment un concept biblique. Voilà. En résumé, les 10 valeurs essentielles, je ne vais pas vous les relire, mais vous les avez devant vous. Ça serait intéressant que chez vous, vous vous disiez, c'est quoi nos valeurs ? Sur quoi nous marchons ? C'est quoi notre motivation ? Qu'est-ce qui fait qu'on est en couple ? Qu'on a envie de rester en couple ? Et puis qu'on va peut-être, avec l'aide de Dieu, continuer la vie de couple jusqu'à ce qu'on le rejoigne, quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là.
Merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez une petite question. On a pris un peu plus de temps pour s'expliquer que pour des questions. Mais vous savez, bon voilà, on aurait de quoi remplir une semaine, mais enfin, c'est pas de mise, je crois, hein, il me semble, non? Non, Jean-René Secou, il a un Parkinson négatif, donc du coup, pas de problème. Merci en tout cas de votre écoute. Si vous avez une question, allez-y, ne vous gênez pas. Hein. On est de loin, on n'a pas répondu à tout. Hein. Ok, quelqu'un voudrait intervenir ou dire je ne suis pas d'accord. En général, je dis ça à mes étudiants parce que j'enseigne dans des instituts. Je leur dis, s'il y a une question, une indécision ou une rébellion, c'est le moment de vous manifester. Voilà, si ce n'est pas le cas, on peut en rester là. Hein. Ça va pour vous? Oui? Ok, j'ai un peu dépassé là, de 12 minutes. Jean-René, je te laisse terminer. Alors, un grand merci à Virginie et à Christian pour leur enseignement, pour leur exemple, pour leur expérience. Je crois qu'on peut les applaudir. Et puis, j'ai, je crois, encore 2 choses à dire, et même 3. Une, c'est qu'on a un petit apéro, un petit verre d'amitié pour profiter de passer encore un moment ensemble. Ça peut aussi être l'occasion de poser à Christian cette question que vous n'osiez pas poser devant tout le monde. Une autre chose, on a enregistré l'enseignement de ce soir, donc vous pourrez le montrer à monsieur et madame qui est resté à la maison. Non, donc vous pourrez aussi le partager avec d'autres qui en auraient besoin. Et puis, à part ça, bonne soirée et bon retour chez vous quand vous rentrez.